Je veux parler d'une femme que j'ai connue quand j'étais à l'école. Donc, cette femme était quelqu'un que moi, j'étais une nouvelle élève. J'ai été transférée d'une école à une autre pour jouer au volleyball. La femme de cette nouvelle école avait un type particulier et tout le monde dans l'équipe savait quel était son type. Parce que à chaque fois qu'elle sortait avec un garçon, parlait à un garçon, avait un petit ami, il avait toujours un certain look. Vers ma dernière année de lycée, elle est sortie avec un garçon qui ne ressemblait en rien aux hommes avec qui elle était sortie auparavant. Il y avait un look différent. Ils sortaient ensemble. Il était sympa. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Et l'un des moments les plus révélateurs, c'est quand j'étais à une sorte de fête en journée, une darty. Que vous soyez déjà allé à l'école ou non, vous savez sûrement que tout le monde sort boire un verre pendant la journée. Et je crois que c'était pour le retour des anciens élèves ou quelque chose comme ça. Alors, cette femme finit par tromper son petit ami avec un de ses ex-petits amis à cette fête. Et pour moi, cela montrait qu'elle sortait avec un homme qui ne l'attirait pas vraiment. Cependant, beaucoup de femmes ont le problème que leur type d'homme ne reste pas pour un engagement à long terme. Donc, je voulais passer en revue quelques TikTok où des femmes parlent un peu de ce dilemme, où je voulais montrer un TikTok, parce que très souvent vous dites « Perle, tu inventes tout ça ». Donc, elle me dit, je dois dire au revoir à mon type d'homme parce que j'essaie de me marier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comme vous le savez, les femmes sont hypergames. Les données des applications de rencontres le confirment. Il y en a deux. Il y a 2 points de données qui montrent que nous sortons avec un petit pourcentage d'hommes et qu'à un certain niveau, nous sommes faites pour partager les hommes. L'un d'eux est que nous avons plus de 2 fois plus d'ancêtres féminines que d'ancêtres masculins. Je veux dire qu'il y a 3000 ans, c'était 8 femmes pour un homme. Le deuxième point de données concerne les applications de rencontres. Cela montre que nous ne faisons glisser vers la droite que 5 à 20 % du temps. Si vous voulez être très généreuse, on peut dire 30 %, mais en général, c'est la première façon dont les gens se rencontrent en 2024. Beaucoup de gens diront que les applications de rencontres ne sont pas la vraie vie, et je suis d'accord avec ça. Mais si on regarde les résultats des mariages aujourd'hui, selon les bijoutiers et les personnes qui vendent des bagues de fiançailles, apparemment Hinge est l'application numéro 1 sur laquelle les gens se marient. Et même sur Hinge, on partage essentiellement que ce que vous obtenez, ce sont les hommes qui attirent toutes les femmes. Ceux-là sont comme des 8, 9 et 10. Voici les autres, les hommes invisibles pour les femmes. Les hommes ont tendance à obtenir des relations, mais ils ne sont pas choisis pour des coups d'un soir. Les hommes en position de pouvoir couchent avec tout le monde, mettant beaucoup de gens mal à l'aise, n'est-ce pas? Mais tu peux aller sur TikTok et trouver des femmes qui confirment ça, et beaucoup de femmes utilisent juste TikTok comme leur journal intime. Donc, tu peux aller sur TikTok et littéralement trouver des femmes qui confirment ça. Ou tu peux prendre les données des applications de rencontres, où le troisième point de données, c'est qu'il y a 2 fois plus de femmes en couple que d'hommes. Donc, soit option A, les femmes sortent avec des hommes beaucoup plus âgés ou, chez les moins de 30 ans. Un tiers des hommes sont vierges ou n'ont pas eu de rapport sexuel au cours de la dernière année. Et il y a 2 fois plus de femmes en couple que d'hommes. Cela suggère que les femmes sortent peut-être avec des hommes bien plus âgés, c'est une possibilité. Mais pour moi, ce qui serait plus probable, c'est que les femmes partagent alors parce que nous avons toujours fait cela tout au long de l'histoire. Et il me semblerait logique de penser que nous ferions la même chose aujourd'hui. Maintenant, très souvent, les conservateurs considèrent les années 1950 comme un âge d'or, ou bien les années 1920. Et je pense que et je l'ai déjà fait moi-même, mais je pense que c'est un cliché courant où l'on idéalise le passé. Et on pense qu'il y avait une sorte d'âge d'or, une époque dorée, où c'était tout simplement incroyable d'être en vie. Selon moi, chaque génération fait face à des problèmes distincts. Donc, au lieu d'entrer dans la Première ou la Seconde Guerre mondiale, notre génération a simplement du mal avec les relations. Et ce que nous avons découvert, c'est que ces 100 dernières années, les femmes se sont battues très, très fort pour ne pas avoir à être avec des hommes qui ne les attirent pas. Pour moi, c'est ça le féminisme au fond. Parce que quand on regarde les écrits féministes, en général, ce pourquoi elles se battent, c'est la liberté reproductive à un certain niveau. Margaret Sanger, la plupart de ses écrits
porte sur l'accès à la pilule, à l'avortement. Donc, qu'est-ce que l'avortement fondamentalement? C'est les femmes qui disent « Je ne veux pas me reproduire avec des hommes que je ne considère pas comme convenables ». Ensuite, on a eu le divorce sans faute. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que les femmes disent à travers ça? Je ne veux pas rester avec un homme qui ne m'attire pas ou que je n'aime pas. Et malheureusement, ce que nous avons découvert au cours des 100 dernières années, c'est que lorsque nous avons la liberté de faire tout ce que nous voulons, la plupart des femmes n'aiment pas tant que ça la plupart des hommes. Et les gens me reprochent un peu de dire ça, mais chaque donnée va vous montrer que c'est vrai. Vous avez donné aux femmes la liberté de faire ce qu'elles veulent et elles sont plus susceptibles de choisir le travail du sexe dans leur jeunesse que le mariage. Ce n'est pas une vérité agréable, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas parce que, souvent quand je parle, les gens pensent que j'y applique une morale, que c'est bien ou mal. J'analyse simplement ce qui se passe. Donc, hier, nous avons eu un débat sur la chaîne et une créatrice de contenu ainsi qu'une femme sont venues. Et l'une des choses dont elles ont parlé, c'est que beaucoup de dragueurs et de PUA ont une règle des 3 rendez-vous. Si une femme ne couche pas avec un homme après 3 rendez-vous, les hommes sont encouragés à passer à autre chose. J'ai entendu Myron dire cela. Maintenant, pourquoi est-ce ainsi? Avant de juger et de dire que c'est une chose terrible, de la décadence. Les hommes sont des résolveurs de problèmes. Et ce que les hommes ne veulent surtout pas, c'est se retrouver dans une situation où leur femme n'est pas attirée par eux. Donc, certains hommes voient la solution la plus simple comme étant « elle a ce laps de temps pour coucher avec moi ou je vais supposer qu'elle n'est pas attirée par moi ». Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, mais je dis que c'est une solution à laquelle beaucoup d'hommes ont pensé. Donc, je voulais lire un article de Rollo Tomasi qui parle du désir authentique. Je veux parler de la dynamique du désir, un article disponible sur terrationalmail.com. On ne peut pas négocier le désir. C'est un principe très simple dont la plupart des hommes et la grande majorité des femmes choisissent d'ignorer volontairement. L'un des problèmes personnels les plus courants sur lesquels on m'a demandé conseil ces 10 dernières années est une variante de « Comment puis-je la récupérer ?» Généralement, cela se résume à des hommes cherchant une sorte de méthode pour ramener leur relation à un état antérieur où une femme autrefois passionnée ne pouvait pas garder ses mains loin de lui. 6 mois après être entré dans une confortable routine, l'excitation a disparu. Mais en vérité, c'est le désir sincère qui s'est évanoui. C'est fréquemment à ce moment qu'un homme va entamer une négociation. Parfois, cela peut être aussi subtil que le fait qu'il fasse progressivement des choses pour elle dans l'espoir qu'elle lui rende l'appareil avec la même ferveur sexuelle qu'ils avaient autrefois. C'est là que vous voyez des femmes comme Katy Perry dans ce podcast dire que son mari doit faire des tâches ménagères pour qu'elle accepte d'avoir des relations sexuelles avec lui. En réalité, elle n'est pas attirée par lui. Et donc, il doit négocier l'attirance. D'autres fois, un couple marié peut aller en thérapie pour résoudre ses problèmes et négocier les conditions de sa conformité sexuelle. Il promettra de faire la vaisselle et une lessive de plus en échange de son intérêt sexuel fin envers lui. Pourtant, peu importe les conditions proposées, peu importe les efforts extérieurs qu'il fait, aussi méritants soient-ils, le désir authentique n'est pas là pour elle. En fait, elle se sent encore plus mal de ne pas avoir de désir après tous ces efforts faits pour obtenir son consentement. Le désir négocié ne mène jamais qu'à une conformité obligée. C'est pourquoi sa réaction sexuelle après la négociation est si souvent terne et devient une source de frustration supplémentaire pour lui. Elle peut être plus disponible sexuellement pour lui, mais l'expérience à moitié investie n'est jamais la même que lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, qu'il n'y avait aucune négociation, juste un désir spontané l'un pour l'autre. Du point de vue masculin, et particulièrement pour un homme bêta non initié, la négociation du désir semble être une solution rationnelle au problème. Les hommes ont tendance à s'appuyer naturellement sur le raisonnement déductif, aussi appelé logique, si alors. Le raisonnement ressemble à ceci. J'ai besoin de sexe, plus les femmes ont le sexe, que je veux plus être curieux des conditions des femmes pour le sexe, plus remplir leurs prérequis pour le sexe égale le sexe que je veux. C'est aussi à ce moment-là que les hommes essaient de se qualifier auprès des femmes selon leurs critères.
même si les femmes couchent avec des musiciens fauchés, des coachs sportifs, des hommes qui n'ont rien de stable, d'accord? Donc, il faut que ça ait du sens. C'est de l'économie simple, mais basée sur une fondation qui dépend de l'auto-évaluation précise d'une femme. Le désir authentique qu'ils ressentaient au début de leur relation reposait sur un ensemble de variables totalement inconnues. Communiquer ouvertement un désir de réciprocité crée une obligation et parfois même des ultimatums. Le désir authentique est quelque chose qu'une personne peut ressentir ou vers lequel elle peut être guidée de son propre gré. Vous pouvez forcer une femme par la menace à se comporter d'une certaine manière, mais vous ne pouvez pas la forcer à vouloir se comporter ainsi. Une prostituée couchera avec vous en échange de quelque chose. Cela ne veut pas dire qu'elle en a envie. Que ce soit pour une relation à long terme ou une aventure d'un soir, recherchez toujours le désir authentique dans vos relations. La moitié du travail consiste à savoir que vous voulez être avec une femme qui veut vous faire plaisir, pas avec une qui s'y sent obligée. Vous n'obtiendrez jamais ce désir authentique chez elle par des moyens directs, mais vous pouvez subtilement l'amener à ressentir ce désir sincère. Le secret est de susciter un réel désir chez elle, tout en dissimulant votre intention de le provoquer. Le véritable désir naît lorsqu'elle pense que c'est quelque chose qu'elle veut et non quelque chose qu'elle doit faire. Donc, je pense que la phrase la plus importante ici, c'est que le désir authentique, c'est quand les femmes veulent vous écouter ou veulent vous faire plaisir, pas quand elles ont l'impression qu'elles y sont obligées. Maintenant, pourquoi est-ce important? Parce qu'il y a un débat en cours. Un débat est en cours sur Twitter actuellement. Et la question est, les femmes ressentent un désir véritable pour un très petit pourcentage d'hommes. C'est rare. Que devons-nous faire en tant que société pour avancer? Est-ce que les femmes font des compromis sur leur type et épousent des hommes qui ne les attirent pas? Et en tant qu'homme, veux-tu qu'une femme t'épouse si elle n'est pas attirée par toi? Pour la raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que, et elle est déjà venue dans l'émission, il y a une femme qui s'appelle Laurie qui a expliqué qu'au début, elle n'avait pas de désir véritable pour son mari, mais ils ont persévéré, et maintenant ils sont heureux en mariage depuis des années. Donc laissez-moi... Quand je l'ai rencontré pour la première fois. Et je ne vais pas vous dire comment il s'habillait ou quoi que ce soit, parce que je ne veux pas l'embarrasser, mais je n'étais pas attirée physiquement par lui. Il n'y avait pas ces papillons dans le ventre, ni toutes ces choses que je pensais devoir ressentir avec un homme dont j'étais censée être amoureuse. Et il m'a dit, ça te dirait de devenir Madame Alexandre? Et j'ai répondu, bien sûr, voilà, c'est tout. Pas de bague, pas de demande à genoux, rien du tout. Vous voyez, et donc je n'étais pas vraiment enthousiaste non plus, et on se disputait beaucoup à propos de tout. On ne s'entendait pas si bien que ça. Je sentais qu'il m'avait volé ma joie. Quelque chose n'allait pas chez moi. Je suis allée à mon mariage sans avoir ce sentiment de papillon dans le ventre. J'allais à mes enterrements de vie de jeune fille et je ressentais ce vide. C'était comme, pourquoi je n'ai pas ça en moi? Je n'aime pas ça. Je voulais avoir des papillons dans le ventre et être tellement excitée, mais tu sais, on avait discuté du fait que le divorce ne ferait jamais partie de notre vocabulaire. Alors nous nous sommes mariés. Les 20 premières années ont été difficiles parce que j'étais encore critique. Alors maintenant que je suis mariée depuis presque 44 ans, je peux vous dire, mesdames, que l'amour n'est pas une émotion. Et c'est vraiment un terrain très instable et précaire sur lequel construire votre mariage. Alors, mesdames, souvenez-vous, ce n'est pas parce que vous avez peut-être perdu les papillons dans le ventre, les émotions et les sentiments pour votre mari que ce n'est plus de l'amour. Je vais bientôt aller à l'église pour apprendre en silence et en toute soumission. D'accord. Donc, j'ai écouté cela et je n'entends rien qui soit fondamentalement mauvais, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas de divorce. Le divorce nuit aux enfants. La plupart des hommes ou des femmes ne peuvent pas épouser des hommes qui les attirent. Il n'y en a tout simplement pas assez pour tout le monde. Quand on regarde qui les femmes choisissent pour avoir des relations sexuelles, il n'y en a tout simplement pas assez. Alors, la question s'adresse aux hommes. Seriez-vous heureux avec ce genre de mariage? Certains hommes pourraient dire oui, d'autres pourraient dire non.